L'Italie et la Renaissance. Un poids colossal de stupidité a écrasé l'esprit humain. L'effroyable aventure du Moyen Âge, cette interruption de 1000 ans dans l'histoire de la civilisation, vient moins des barbares que de l'esprit dogmatique chez les masses. Renan, très grand historien français du XIXe siècle, a contribué à la naissance d'un cliché historique dont il est très difficile aujourd'hui de se défaire, c'est la fameuse différence entre le Moyen Âge et la Renaissance. Il y aurait eu effectivement entre l'Antiquité et la Renaissance de l'Antiquité une sorte de parenthèse, une sorte de période atroce, sans progrès, sans culture, qu'on appelle donc le Moyen Âge, l'âge moyen. Malheureusement, comme le dit Rémy de Gourmont, lorsqu'une erreur est tombée dans le domaine public, elle n'en sort jamais. Les opinions se transmettent héréditairement et cela finit aussi par faire l'histoire. Depuis qu'on est tout petit, on apprend effectivement les périodes de l'histoire, Antiquité, Moyen Âge, temps moderne, les temps modernes commençant par la Renaissance, et la Renaissance étant née en Italie. L'Italie qui à l'époque est plutôt une expression géographique qu'un pays. Mais on va dire effectivement que dans les cités italiennes comme Florence, Venise, etc., la Renaissance est apparue et a mis fin à cette effroyable aventure du Moyen Âge. La Renaissance a bien sûr existé en tant que période, elle a été effectivement une transformation, une mutation, à la fois dans le domaine culturel, politique, de l'art, de la société, mais qui n'a pas été que italienne et que basée sur les acquis de l'Antiquité, et qui s'est déroulée plutôt dans la période entre 1400 et 1600, ce qui là aussi casse notre datation classique du Moyen Âge. Alors une peinture qui pourrait exprimer tout à fait le cliché sur la Renaissance, c'est la peinture de Giorgione, Les Trois Philosophes, réalisée probablement entre 1504 et 1506. D'abord, pour montrer à quel point la peinture et l'art est importante dans l'histoire occidentale, il faut se rappeler que finalement l'art est une figure de domination sociale. Et à partir de la Renaissance, un peintre comme Giorgione est peut-être l'un des premiers à n'avoir travaillé que pratiquement pour des particuliers très fortunés, de nobles marchands vénitiens, qui effectivement l'engageaient pour, en tout cas, montrer le prestige, d'avoir des peintres à leur service. Et effectivement, l'Église utilisait l'art au Moyen Âge comme marque de domination sociale, de domination sur les esprits. Et à la Renaissance, elle continuera d'ailleurs. Mais c'est vrai que sans doute à la Renaissance, c'est la première fois, avec l'apparition des portraits, de la peinture privée, que des sujets s'éloignent de plus en plus aussi des sujets religieux. Et donc ici, pas de Jésus, pas de Marie, mais plutôt trois philosophes. À droite, probablement le philosophe grec antique Aristote, qui se trouve au fond de la forêt obscure du paganisme antique, mais qui pressent la lumière. On voit qu'il y a un petit peu de lumière qui apparaît sur lui. Aristote, c'est le philosophe, déjà c'est un premier contre-cliché sur le Moyen-Âge, puisque c'est le philosophe le plus étudié au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on étudie ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire comment concilier justement la foi chrétienne, et Aristote, qui était appelé le maître de ceux qui savent. Scolastique vient du mot schola, qui lui-même vient du grec skolé. Skolé veut dire oisiveté, temps libre, inactivité. Et ça voudra dire plus tard d'ailleurs tenir école, faire des cours. En effet, au Moyen Âge, seuls les religieux avaient la scolée, c'est-à-dire le loisir d'étudier, laissant aux autres, clergés séculiers, les laïcs, donc les non-religieux, le soin, subalterne, donc inférieur, de s'occuper des affaires matérielles. Et donc l'école, c'est un endroit où on a la chance de s'occuper, de ne pas devoir travailler, de ne pas devoir produire, mais bien de s'instruire, ce qui n'est effectivement pas productif dans le sens économique, et on est loin des affaires matérielles, on réfléchit, on développe sa culture et son intelligence. Le personnage au milieu, enturbané avec une longue veste grecque qui évoque l'Empire byzantin, mais le turban évidemment désigne plutôt le monde musulman, pourrait être le philosophe maure andalou Averroès, qui est mort à Marrakech en 1198 et qui a été très longtemps à Cordoue, ville symbole de la réunion des philosophies grecques antiques, arabes, juives et chrétiennes.
Et les Occidentaux le désignaient effectivement comme le meilleur commentateur d'Aristote. Il se détourne de la lumière véritable, c'est le symbole évidemment qu'il n'est pas dans la foi chrétienne et que donc il ne pourra pas atteindre la véritable lumière. Le jeune philosophe, qui est assis, représente lui l'espoir du monde. Et il regarde vers la caverne, qui est un symbole de la philosophie de Platon. Effectivement, à partir de la Renaissance, la philosophie de Platon, qui était connue au Moyen-Âge, revient à l'avant-plan. Et il a effectivement dans sa main une équerre et un compas, afin de mesurer l'immensité du monde, de la nature. Il regarde dans la même direction que le philosophe antique, mais il lui se détourne du Moyen-Âge, il tourne le dos au Moyen-Âge, et donc on a effectivement symboliquement cette allégorie qui pourrait montrer les trois fameuses périodes. Le compas et l'équerre, c'est très important parce qu'effectivement, ça c'est une réalité de la Renaissance, c'est qu'il y aura à partir de la Renaissance une véritable fièvre de calcul. Mais qui là aussi doit énormément à des progrès du dit Moyen-Âge, c'est-à-dire que la comptabilité, la construction de la perspective en peinture, la mise au point de la notation musicale et le réalisme de plus en plus important dans la cartographie datent en fait en Occident à partir on peut dire du XIIIe siècle. C'est comme les mathématiques au XIIIe siècle. Leonardo Fibonacci, dit aussi Léonard de Pise, achève son Liber Abaci, notamment provenant de son expérience de marchand dans les bazars orientaux et au contact avec les chiffres indo-arabes. Il va diffuser l'algèbre et les fameux signes plus, moins, fois, qui vont permettre un progrès effectivement mathématique très important. Et il est clair qu'à partir de la Renaissance, les mathématiques vont prendre une importance considérable dans l'étude de la philosophie, dans l'art, dans beaucoup de domaines. Et donc une des caractéristiques de l'art de la Renaissance, comme le fait ici George Jones, c'est de revêtir l'actuel des habits du passé pour mieux comprendre le présent. Et effectivement, c'est dans la mentalité de la Renaissance d'aller rechercher dans l'Antiquité les vertus, la culture, l'intelligence dont il faudrait disposer à son époque, à sa propre époque. Alors l'artiste évidemment le plus connu de la Renaissance, beaucoup plus connu que Giorgione, exactement à la même époque, c'est bien sûr Léonard de Vinci, qui ne connaît pas sa fameuse Joconde. La Joconde, dit Daniel Arras, condense une sorte de méditation à la fois sur le portrait et sur le temps, qui a marqué l'art occidental, l'art du portrait. Et le portrait, c'est quoi? C'est une nouvelle fois la démonstration de la puissance des classes riches et dominantes dans la société. Le portrait apporte l'immortalité. Et en même temps, ce qui a été particulier avec ce tableau, c'est qu'il est devenu très personnel pour Léonard, parce que plutôt que de donner ce portrait pour lequel il avait été payé par le marquis Francesco del Giocondo, il l'a gardé pour lui, et il l'a peint pour lui, et il a vu à travers cette femme finalement le symbole de la femme fertile, de la fertilité, exprimé aussi à travers le paysage derrière lui, la nature. La nature était très présente aussi sur la peinture de Giorgione, et effectivement représenter la nature, c'est rentrer en contact avec l'œuvre divine. Léonard de Vinci évidemment représente pour nous l'artiste de la Renaissance par excellence, et on voit que son œuvre est connue à la fois pour son côté artistique et son côté scientifique. Ce n'est pas un hasard si Léonard de Vinci est originaire de Florence, comme Leon Battista Alberti, qui en 1436 a fait une sorte de manuel de la peinture de la Renaissance, qu'on appelle De Pictura, que Léonard de Vinci a sûrement étudié, lu, et dans lequel Alberti dit l'artiste a les moyens en fait de faire advenir ce qu'on appelle les miracles de la peinture, c'est-à-dire qu'il devient presque semblable à Dieu. L'artiste, effectivement, n'est plus un artisan comme au Moyen-Âge, il devient un artiste, presque aussi avec un A majuscule, parce qu'il parvient en fait à... on passe du culte des images au Moyen-Âge où Dieu était présent à travers simplement l'image, à une culture de l'image où l'artiste en fait nous met en contact avec le monde divin parce qu'il a lui-même en fait été en contact avec ce monde. C'est très basé sur la philosophie platonicienne où il y a effectivement, c'est l'allégorie de la caverne, il y a le monde dans lequel on se trouve qui est obscur et qu'on ne comprend pas très bien parce qu'on est trompé par nos sens. Et puis il y a un autre monde, et l'artiste peut rentrer en contact avec cet autre monde,
qui est le monde de l'idéal, le monde de la perfection. Et donc, la Joconde, en fait, est une sorte de... Et la nature représentée sur la Joconde est une sorte de fusion entre notre réalité et la réalité parfaite. Léonard de Vinci, pour représenter ses peintures, ce qu'il a fait toute sa vie, c'est dessiner inlassablement, notamment la nature, les plantes, les arbres, les montagnes, les rivières. On a retrouvé des milliers de croquis. À travers le dessin, on rentre en contact avec finalement la façon dont Dieu a procédé pour créer le monde. L'autre arme de Léonard de Vinci, sont les mathématiques, et c'est d'ailleurs l'illustre mathématicien Luca Pacioli qui, à Milan, en lui donnant des cours de mathématiques, lui a apporté ce que Léonard va appeler les clés du paradis des mathématiques. Et donc, cette observation mathématique, cette observation abstraite également, va permettre aux peintres de la Renaissance de construire différemment leurs œuvres. Pour l'instant, on est toujours resté en Italie, mais il faut se rendre compte que si la peinture de Giorgione ou de Léonard de Vinci est si extraordinaire au niveau technique aussi, c'est parce qu'en fait, ils ont profité de nouvelles techniques picturales qui étaient en réalité venues de Flandre. Et l'imitation et l'étude de la nature et le fameux sfumato, c'est-à-dire cette sorte de brouillard, de brume que Léonard arrive à créer et qui rend très énigmatique ses visages féminins et ses paysages chaotiques, provient en fait du fait qu'il utilise la peinture à l'huile qui permet d'être beaucoup plus subtil dans le dégradé des couleurs et qui permet tous ces effets. Et donc ici, on a on avait déjà le premier contre-cliché qui était qu'en réalité, beaucoup d'héritages de ces peintres viennent du Moyen Âge et pas que de l'Antiquité ou de la soi-disant Renaissance de cette Antiquité, mais également là, on découvre qu'il y a une autre renaissance, et on va découvrir qu'il y a en réalité d'autres renaissances au pluriel, que c'est effectivement un phénomène européen et pas qu'un phénomène italien, même si les artistes italiens sont les plus connus de la Renaissance, pendant la Renaissance. Et donc on découvre à la Renaissance toute une série de peintres allemands, français, anglais et ici flamands, parce que la Flandre a eu une importance capitale dans l'évolution de l'histoire de l'art entre le XIVe et le XVIe siècle. Et on a ici Peter Bruegel l'Ancien, plutôt anversois on peut dire, qui représente la chute d'Icare. Alors, la mythologie grecque devient évidemment le sujet artistique par excellence lors de la Renaissance. Icare, c'est le fils de Dédale. Dédale avait construit un labyrinthe en Crète pour enfermer le Minotaure, créature mythologique moitié taureau, moitié homme, une sorte de monstre bien sûr, mais était lui-même retenu prisonnier avec son fils Dédale, et donc il décide, pour quitter la Crète, de s'envoler tel un oiseau, en confectionnant des ailes pour son fils et lui, à partir de plumes, à partir de cire d'abeille pour les coller, et ils apprennent à voler, et finalement ils arrivent à s'échapper. Dédale a donné des consignes très précises à son fils, attention de ne pas aller trop près de la mer, sinon une vague risquerait d'en mouiller les ailes et de gêner le vol, ou alors pas trop près du soleil, puisque là évidemment la cire pourrait fondre, et au départ Icare respecte bien les consignes, mais il désobéit à son père, et il se brûle littéralement les ailes, d'où l'expression se brûler les ailes, et il tombe dans l'eau et il se noie. Et ici justement, Bruegel choisit de représenter la noyade d'Icare comme un élément extrêmement discret du tableau, en bas à droite. De façon assez ironique, effectivement, d'autres éléments apparaissent beaucoup plus importants sur ce tableau, notamment le personnage principal, en fait, est un paysan qui est à l'avant-plan et qui continue inlassablement à labourer son champ. C'est donc une vision assez particulière du mythe d'Icare, une façon un petit peu de dire que la mythologie n'est pas dans la préoccupation de la vie des gens de tous les jours. À l'horizon, on voit l'horizon et le soleil, et on voit les bateaux qui partent vers l'horizon, etc. Contrairement à la légende, au Moyen-Âge, la légende, le cliché, c'est qu'on pensait que la Terre était plate et que les bateaux tombaient quand ils arrivaient au bout de l'horizon, mais ce n'est pas du tout exact. Les érudits savaient au Moyen-Âge que la Terre était sphérique. Aristote le savait déjà, donc, et comme on étudie beaucoup Aristote au Moyen-Âge, c'est logique. Un certain Isidore de Séville avait déjà calculé plus ou moins exactement la longueur de l'équateur au 7e siècle. Par contre, ce qui perturbait la navigation, ce sont le fait que les connaissances astronomiques se basaient sur les ouvrages du savant grec Ptolémée, qui
qui avait une conception géocentrique, c'est-à-dire qu'il disait que la Terre était au centre de l'univers, que le Soleil et les planètes tournaient autour. Là aussi, ça venait d'Aristote, en fait. Et donc, il a fallu que l'idée d'héliocentrisme, qui existait aussi depuis l'Antiquité, Aristarque de Samos avait établi cette théorie déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, elle reviendra en force avec Copernic et Galilée au XVIe siècle. La modernité de la Renaissance semble symbolisée par les galions, qui sont donc au second plan. On en voit un très bien donc à l'avant-plan à droite, qui navigue en haute mer grâce à son gouvernail d'étambot. Et là aussi, contre cliché, en fait, ce gouvernail avait été innové sur la Baltique et la mer du Nord déjà au XIIe siècle. On avait construit des bateaux qui permettaient donc cette tenue de route plus stable et qui facilitaient les manœuvres, surtout dans les mers, dans la haute mer, hein, donc, et qui permettaient d'avoir des navires beaucoup plus hauts pour résister aux vagues, bien sûr, des mers Baltiques et mer du Nord qui étaient plus dangereuses que la mer Méditerranée. Il y a aussi l'utilisation de la voile triangulaire à l'arrière du galion qui permet de mieux manœuvrer, mais là aussi c'est une innovation en fait qui vient des Arabes du Moyen Âge. Et donc les galions qui sont le symbole de la domination européenne des océans en fait ont été finalement le résultat de la combinaison de technologies qui étaient déjà plus anciennes. Alors Christophe Colomb a utilisé en réalité pour ses voyages des caravelles, c'est-à-dire en fait ce qui était juste avant les galions, à peu près la même forme mais plus petite, qui permettait d'explorer mieux les côtes, mais grosso modo avec les mêmes caractéristiques. Et donc, mais ces voyages sont quand même au deuxième plan, c'est-à-dire que la sagesse de Bruegel, c'est de nous montrer que finalement, depuis des siècles, la société repose sur le paysan. Il laboure son champ, il est tout à fait insensible à la mythologie et la modernité. L'essentiel de la population de la Renaissance vit effectivement comme au Moyen Âge, c'est-à-dire que au rythme de la nature, préoccupé par la famine, la peste est toujours là, la guerre peut toujours arriver, et donc c'est ça les vraies préoccupations des gens à la Renaissance, tout comme au Moyen Âge. Il n'y a pas eu de rupture pour l'essentiel de la population. Encore une peinture symbole de la Renaissance, Holbein, Les Ambassadeurs, 1533, à la fois symbole et à la fois qui est un contre-cliché puisqu'il s'agit d'un peintre allemand installé à la cour d'Angleterre auprès du roi Henri VIII. Donc forcément, on voit que la Renaissance va jusqu'en Allemagne, jusqu'en Angleterre et qu'il y a des peintres très importants dans ces régions-là. Il n'y a pas que Léonard de Vinci et les autres peintres italiens avec des guillemets. Ces deux individus qui nous regardent, ben, c'est à droite, enfin à droite en tout cas par rapport à eux, c'est Jean de Dinteville, ambassadeur de France en Angleterre, et son ami Georges de Selve qui était évêque. Et effectivement, ces deux personnages symbolisent le portrait, soit c'est un portrait en pied, et tous les objets qu'ils ont symbolisent bien sûr hein, le luxe, la puissance, la richesse. Ce sont des personnages très importants, un ambassadeur, un évêque, et ce désir de montrer dans le portrait cette sorte d'immortalité. Sur la table, la petite table, il y a les objets qui représentent les 7 arts libéraux sur lesquels repose l'éducation de la Renaissance, les studia humanitatis, les humanités, l'humanisme, étudier les activités de l'homme. Il y a 3 fondamentaux, la grammaire, la logique et la rhétorique, 4 autres matières, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. En réalité, de nombreux objets du tableau sont d'origine orientale. La soie, le velours des vêtements, les tissus, les motifs qui décorent la pièce, aussi bien le sol que les rideaux, etc. Et la plupart des instruments qu'ils ont sur la table au-dessus, table au-dessus, il y a un magnifique tapis d'Orient sur lequel reposent les objets, sont des instruments de navigation qui sont des symboles de la puissance occidentale à la Renaissance et qui en réalité ont été souvent inventés par des astronomes, des géographes juifs ou arabes du Moyen Âge. L'image en bas, c'est ce qu'on appelle une anamorphose, une astuce de perspective. C'est très technique au niveau peinture. C'est un crâne en fait, si on observe bien, si on bouge un peu sa tête, on peut voir ce crâne qui symbolise la vanitas, c'est-à-dire qu'un rappel qu'au milieu de toute cette richesse, toute cette puissance et ce savoir, la mort nous attend tous. Alors effectivement, cette peinture est très symbolique du fait qu'en Occident, à la Renaissance, on a fait de la Renaissance la période de la modernité,
en mettant totalement de côté le fait que cette modernité est apparue grâce aux échanges avec d'autres civilisations orientales, principalement, de la Chine en passant par l'Inde, en passant bien sûr par la civilisation musulmane, et souvent oublier également tous les échanges qu'il y a eu pendant le Moyen Âge avec la civilisation byzantine, qui était quand même l'héritier à la fois de l'Empire romain et de la culture grecque. Et donc, il y a eu effectivement, à partir des temps modernes de la Renaissance, un oubli. On a placé l'Europe au centre du monde. Les Européens, d'ailleurs, à partir de là, vont dominer le monde. Et ce placement au centre du monde va produire en fait une sorte d'oubli, mais c'est pas un oubli évidemment, c'est fait exprès pour montrer que c'est l'Europe qui a tout inventé, l'Europe qui a tout développé par elle-même grâce à sa grande intelligence, grâce à sa culture, grâce à cette redécouverte de l'Antiquité, grâce à cette Renaissance. Et donc l'image de la Renaissance est complètement tronquée par cette perception impérialiste européenne, c'est-à-dire qu'à partir des temps modernes, l'impérialisme c'est quoi? C'est la domination, une domination politique, économique, culturelle, qui va faire qu'effectivement sur les cartes du monde, on va commencer à placer l'Europe au milieu, que c'est les Européens qui vont décider de ce qui va se passer dans le reste du monde et également de l'histoire du monde, de comment on va raconter l'histoire du monde. L'importance de 1453, on a effectivement repris cette date, la chute de Constantinople, la chute de l'Empire romain d'Orient, prise par les Ottomans, comme une date fondamentale, une rupture historique importante. Et c'est vrai que à partir de ce moment-là, l'Empire ottoman va devenir une des plus grandes puissances impériales depuis l'Empire romain. Ça ne va pas rompre les contacts entre Occident et Orient, mais l'Empire ottoman va faire payer ces échanges économiques par de lourdes taxes. Au même moment, depuis à peu près un siècle, on constate en Europe un épuisement des mines de métaux précieux et donc ça va conduire en fait aux explorations pour essayer de réduire les coûts, essayer d'arriver directement aux produits en Inde, etc., mais par un autre chemin. Ça donnera bien sûr Christophe Colomb, etc. C'est vrai que suite à la chute de Constantinople, il y aura une fuite des artistes et intellectuels byzantins vers l'Italie, avec des guillemets, ce qui va avoir une énorme influence sur la Renaissance, puisque la culture grecque et byzantine va très fort se développer en Italie. Et puis, considérable aussi, la chute de Constantinople, c'est la fuite des autorités orthodoxes vers Moscou, qui va devenir la troisième Rome, Rome, Constantinople et donc Moscou. C'est le point de départ de la puissance russe et effectivement la naissance d'un pays qui va avoir une importance pour la suite de l'histoire de l'Europe. En même temps, tous ces arguments pourraient être complètement retournés en disant que finalement, c'est pas une surprise que Constantinople, capitale d'un empire byzantin, qui était déjà en train de mourir depuis plusieurs siècles. Hein. Il faut rappeler quand même qu'en 1204, Constantinople avait déjà été prise, mais pas par les musulmans, par les croisés. Que l'Empire ottoman, en fait, s'était déjà étendu dans l'Orient, dans les Balkans, et que donc Constantinople, c'était un point de détail sur la carte par rapport à la puissance de l'Empire ottoman. Et que la Russie n'a pas attendu effectivement 1453 pour se développer, ni l'influence des intellectuels et des artistes byzantins sur l'Italie qui durait déjà depuis des siècles. Pendant tout le Moyen Âge, en réalité, c'est toute l'Europe qui était influencée par l'immense culture byzantine orthodoxe. Beaucoup de progrès techniques sont antérieurs à la date de 1453. Donc choisir cette date pour dire c'est la fin du Moyen Âge, ça rend ridicule en fait toute une série d'inventions techniques très importantes qui sont arrivées bien avant cette date et qui donc posent un problème sur l'expression Moyen Âge. C'est en fait, Moyen Âge et Renaissance, une propagande des intellectuels italiens pour se mettre en valeur au XVe siècle. Et les historiens ont longtemps cru à ce mythe de rupture. C'est Pétrarque qui est considéré comme le fondateur de la culture humaniste au XIVe siècle, qui va utiliser en fait le retour à l'Antiquité romaine comme une propagande contre les papes d'Avignon. Les papes s'étaient installés à Avignon en France, et donc l'idée qu'il faut un retour à la Rome antique, etc., c'est en fait une allusion au fait que les papes devraient retourner dans la ville romaine. Donc dès le XIVe siècle, en Italie, il y a tout un courant intellectuel à la suite de Pétrarque qui lance cette idée-là. Le premier historien de l'art, le premier qui écrit en fait un livre d'histoire de l'art, c'est Vasari, c'est lui qui a inventé le terme Renaissance au XVIe siècle pour dire que l'Italie est au centre de l'Europe artistique, alors qu'en fait depuis le Moyen Âge, c'est plutôt les sculpteurs français, allemands, les architectes aussi,
français et allemand, ou les peintres flamands ou byzantins qui avaient influencé beaucoup plus l'art en Europe entre le XIVe et le XVe siècle. Et donc à partir de là, ce mythe va fonctionner, on va commencer à y croire. Il y aura aussi de très grands artistes italiens, influencés d'ailleurs par les Français, les Allemands, les Flamands et les Byzantins. Et donc petit à petit, la combinaison de tout ça, de Pétrarque, de Vasari, va faire que l'Italie va effectivement devenir le centre culturel et artistique de l'Europe à partir du XVIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. L'Italie va véritablement être le centre culturel de l'Europe, la référence absolue. Pour ce qui est toujours de 1453, donc cette date, cette hypothèse est aussi bien chronologiquement fausse, puisque problème avec la date, tout ce qui s'est passé avant, et alors géographiquement et culturellement, c'est aussi un peu n'importe quoi. C'est en fait l'histoire qui est vue d'un point de vue occidental, et cette date permet de justifier la supériorité de sa civilisation. La naissance de la modernité est due en fait à l'échange d'idées et de produits avec les voisins de l'Europe, principalement islamiques ou byzantins, la fameuse route de la soie, jusqu'en Chine, jusqu'en Perse, jusqu'en Inde, toutes les connaissances arabes en astronomie, en géographie, en philosophie, en médecine. Et ce n'est donc pas uniquement les ruines antiques et le savoir gréco-romain d'Italie qui a fait la Renaissance, c'est un mélange d'un peu tout ça. Quant à choisir un événement pour une date fondamentale dans l'histoire, il y a toujours aussi la question de la perspective d'un événement. Il y a eu un an avant cette date, un an ou deux avant, il y a eu dans le Pacifique l'éruption d'un volcan, le Kilauea, qui a été un événement d'une ampleur mondiale, puisque bon, déjà dans l'océan Pacifique, ça a détruit toute une série d'îles, ça a tué on ne sait pas combien de personnes, parce que ça a dû être gigantesque, mais on ne sait pas dire. Et effectivement, la température en fait sur Terre a été modifiée pendant plusieurs années. Il y a eu de grands troubles climatiques de plusieurs degrés. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti dans le monde entier. L'explosion était tellement violente qu'on a vu des nuages en fait de cendres au-dessus de Constantinople pendant l'attaque des Turcs contre la capitale de l'Empire byzantin. Et donc, qu'est-ce qu'un événement important dans l'histoire? Forcément, Constantinople, symboliquement, c'est important pour les Européens puisque c'est la fin de l'Empire romain d'Orient. Mais à l'échelle du monde, forcément, ce qui s'est passé dans le Pacifique ces années-là est sans doute beaucoup plus important. Sauf que le Pacifique, c'est très loin de l'Europe, et ce sont des civilisations qui sont jugées inintéressantes du point de vue historique occidental. Donc, là aussi, l'importance de 1453, avec des guillemets.